Voilà deux émissions que je consacre à des sorties récentes. Je pourrais parler de films plus anciens, mais comment faire? Dois-je les aborder différemment ou de la même manière? Je sais. Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce troisième épisode de Ciné Critique, et aujourd'hui on parle de Scream. Alors pour commencer, je n'ai pas vu beaucoup de films d'horreur dans ma vie, alors c'est l'une des rares fois où je vais en parler sur cette chaîne, alors pour fêter ça, on va un peu changer d'ambiance. Vous êtes prêts? Voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais avant, une petite remise dans le contexte s'impose. En 1994, les grandes sagas de l'horreur, parmi lesquelles nous pouvons compter Halloween, Les Griffes de la Nuit ou Vendredi 13, commencent à arriver à leur terme à cause d'un manque d'idées et surtout de concepts usés jusqu'à la corde. C'est alors que le regretté Wes Craven, qui avait initié la saga des Griffes de la Nuit mais qui ne l'avait pas continué, décide d'aller plus loin dans ce concept en réalisant Freddy sort de la nuit, qui était une mise en abîme de la création de films d'horreur, avec le point de vue du réalisateur, le fait que le nouveau film soit en préparation, et tout ce genre de choses avec les acteurs qui se font mystérieusement attaquer par le tueur en série en question. C'était donc une réflexion assez poussée sur la mise en abîme du film d'horreur de la part des studios. Et 2 ans plus tard, il décide de pousser plus loin cette mise en abîme, avec ce coup-ci le point de vue du spectateur du film d'horreur, en réalisant Scream. Bon, comme vous le savez, le film a complètement révolutionné le slasher, hein, le pari est amplement atteint. Il est d'ailleurs devenu culte, notamment pour sa première scène. Il a complètement marqué les esprits, il a fait à peu près 2 millions d'entrées en France, ce qui est absolument gigantesque pour un film d'horreur, et on en parle encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tendance à plus assez le prendre au sérieux. Pour un film qui ne se prenait pas tant au sérieux que ça, c'est quand même assez ironique, non? Intéressons-nous maintenant à notre film du jour. Mais avant tout, je vais quand même vous résumer brièvement l'histoire, même s'il y a de fortes chances que vous la connaissiez déjà. Et je vais pas non plus vous faire l'affront de lire ce qu'il y a écrit au dos du DVD, quand même. Je vais vous la résumer moi-même. Une nuit, dans la ville de Woodsboro, la jeune Casey Baker, interprétée par Drew Barrymore, laissée seule chez elle, décroche le téléphone et devient alors la victime d'un tueur psychopathe obsédé par les films d'horreur. La nouvelle de sa mort se répand au lycée, et le lendemain, sa camarade de classe Sydney Prescott, jouée par Neve Campbell, est à son tour victime du tueur. Elle réussit à s'en sortir et tombe alors sur son petit ami Billy Loomis, interprété par Skeet Ulrich. Elle l'accuse à tort, mais c'est alors que toute une enquête va se mettre en place pour démasquer ce tueur fou fan de films d'horreur. Dit comme ça, ce scénario peut sembler assez basique et cliché et finalement fidèle aux autres slashers du genre. Mais c'est justement là qu'il est intelligent, ce scénario de Kevin Williamson, dans le concept de la mise en abîme sur les films d'horreur et ce qu'ils ont engendré auprès de cette génération. Avec tout ce concept de tueur qui s'inspire des meurtres commis dans les films, et tout ce genre de choses, et puis surtout l'enquête où on ne montre pas la police encore incompétente, même si elle ne fait pas grand chose, finalement, elle essaye, vous voyez, cette histoire est quand même assez intéressante à aborder, surtout à cette époque. Sans parler de tout ce qui est destruction de clichés habituels du slasher, tout ce qui est devenu cliché dans les années 80, comme par exemple cette scène assez mémorable où le personnage de Jenny Kennedy, Randy, nous énonce les règles pour survivre dans un film d'horreur. Il en énonce plusieurs, et c'est là que le film est intelligent dans sa construction, dans le fait de prendre les règles pour les briser ensuite. C'est plutôt voyant, mais c'est quand même bien trouvé. Et justement d'ailleurs, nous allons parler des personnages. Ils sont tous développés comme il faut. La plus développée est évidemment la plus mise en avant, à savoir Sydney Prescott, qui a quand même perdu sa mère il y a environ 1 an, et qui en reste
assez profondément marquée. Mais elle sait quand même se débrouiller face à un tueur en série, tout en restant un peu hésitante par moments, un peu fragile, mais en sachant quand même se battre face à un tueur, ce qui est vraiment très bien trouvé. Ensuite, nous avons le shérif adjoint Dewey Riley, qui fait quand même vraiment très bien son boulot, qui essaye vraiment de bien faire, qui est très impliqué, un peu comme un nouvel arrivant dans le poste, et qui la surveille assez bien, hein. Il la protège comme un grand frère de substitution que Sidney n'a jamais eu. Et enfin, en troisième, nous avons la journaliste Gail Weathers, qui est vraiment une arriviste qui est prête à tout écraser pour essayer d'avoir le meilleur scoop possible, et qui a déjà qui essaye d'écrire un livre, par exemple. Oui, elle est en train de le finir, et qui avait déjà participé à l'affaire du meurtre de la mère de Sidney Prescott en accusant un certain Cotton Weary. Et ensuite, nous avons les seconds rôles qui sont un peu moins développés, qui prennent pas trop de place, mais qui sont quand même intéressants à suivre quand même. Alors déjà, nous avons Billy Loomis, qui a aussi perdu sa mère, mais pas de la même façon que Sidney. Elle n'est pas morte, elle s'est juste enfuie, si je puis dire. Puis nous avons leur bande d'amis, par exemple Stu, qui est un espèce de taré dans sa tête, toujours surexcité, et puis aussi fan de films. Un peu comme Randy, qui travaille au vidéoclub et qui s'y connaît vraiment en film d'horreur, avec tous les codes, les mobiles de tueurs, tout ça. Le meilleur ami de Sidney, Tatum, qui est quand même... qui a un univers assez particulier, hein, si vous connaissez le film, et qui est vraiment perché, et qui croit pas du tout à cette histoire de sornette. Et puis il y en a d'autres, par exemple le proviseur, qui est quand même assez caricatural, et qui peut peut-être être le tueur, hein. Il y a une scène où il fait assez psychopathe, hein, si je puis dire. Donc voilà, les personnages sont très bien écrits et très intéressants à suivre. Passons maintenant à leurs interprètes. Déjà, la performance de Drew Barrymore dans la première scène devenue culte est à couper le souffle, avec son plongeon de plus en plus progressif vers l'oppression mentale et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la traque par le tueur est absolument énorme. Et puis nous avons tous les autres qui performent excellemment bien. David Arquette, Matthew Lillard, Rose McGowan, Jamie Kennedy, mais surtout Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, et Courtney Cox dans le rôle de Gail Weathers. Pardon. Cependant, j'émettrai une réserve concernant Skeet Ulrich dans le rôle de Billy Loomis. Bah ouais, il a pas l'air d'être impliqué du tout, il a toujours la même expression sur la tête, son jeu fait vraiment désincarné et très mono-expressif, et dans les scènes plus intimes avec Sidney, ça lui fait perdre toute crédibilité, quoi, c'est vraiment dommage. Passons maintenant à la mise en scène du maître de l'horreur Wes Craven, qui relève carrément du génie dans ce film. En effet, la tension dégagée dans les scènes vraiment angoissantes, comme la scène d'intro ou la première confrontation de Sidney au tueur, est juste presque palpable. Et puis la mise en scène est aussi vraiment proche des personnages, avec pas mal de travelling qui les suivent, histoire de dire qu'on s'intéresse vraiment à eux, contrairement aux autres slashers qui n'en faisaient que des victimes potentielles. Là, on a vraiment l'impression d'avoir de vrais personnages en face de nous grâce à la mise en scène. C'est vraiment très bien pensé. Après, concernant lumière, l'éclairage, tout ça, j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est assez similaire à ça quand c'est éclairé de nuit. Ça n'arrive pas en plein sur la caméra ou alors très brièvement, et ça reste quand même lisible, le film reste plutôt agréable à regarder comme ça. Concernant les effets spéciaux, pas énormément de choses à dire non plus. C'est ni trop gore ni pas assez, ça reste quand même très bien fait même aujourd'hui, rien que certains mannequins ou certaines capsules de faux sang passent encore très bien,
et ça reste vraiment agréable à regarder. Il y a quand même pas mal d'effets gore pour accentuer le truc. Ça passe vraiment très bien et puis c'est très bien géré à ce niveau-là. Et enfin, je vais parler de la bande originale du film, la musique composée par Marco Beltrami, qui est un cas assez spécial pour moi. En effet, lors de mon premier visionnage du film, elle ne m'a pas du tout marqué, mais je n'y ai peut-être pas prêté assez d'attention. Et quand je l'ai revisionné, eh bien, j'ai vraiment entendu le thème principal qu'il avait composé spécialement pour le film, et qu'il réutilise à 2 reprises, je crois, ou plus. Et en fait, il est vraiment très marquant, très approprié à la saga, et assez pesant en fait. C'est lui qui accentue cette sensation pesante dans l'ambiance du film, et en fait, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Bref, pour conclure, Scream est vraiment un excellent slasher, tout en étant une habile parodie de ce genre. Il a sans nul doute révolutionné ce sous-genre cinématographique à l'époque et a su encore marquer les esprits de toute une génération, même aujourd'hui. Malgré le fait qu'on ait plus tendance à le voir comme une parodie de slasher. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, j'en suis pas sûr, mais je répondrai quand même à cause de la grande majorité de retours de slasher par le biais de remakes qui ont fait surface dans les années 2000. Ces remakes étaient beaucoup plus sombres, sérieux et violents, avec beaucoup plus de victimes que les films originaux. Et du coup, ce genre de slasher quand même plus léger, il faut le dire, a quand même été vu plus pour son côté léger que pour le côté sérieux. Et c'est quand même assez dommage. Mais au final, cela reste un excellent film, avec pour seul travers un acteur qui peine quand même assez à convaincre, et une musique qui peut ne pas vous marquer au premier abord, même si elle reste excellente. Donc cela lui vaut comme note, eh bien, 9 sur 10, et je pense que c'est amplement mérité. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, surtout si vous êtes fan de slasher, vraiment. Le film a eu énormément de succès à son époque, il a engendré 3 suites, aucune n'arrivant à la hauteur de celui-ci en termes de qualité comme en termes de propos sous-jacents, ainsi qu'à une série l'année dernière. C'est ainsi que très peu de temps après le premier, 2 suites ont débarqué. Le problème, c'est que leur sous-texte était quand même moins profond, moins inspiré, et surtout, vu leur qualité décroissante, on s'est dit que la saga était vraiment en perte de vitesse et finissait de façon assez molle. Et puis un jour, plusieurs années après, alors qu'on ne s'y attendait pas, il est arrivé. Le film salvateur, le film qui redonne à la saga ses lettres de noblesse. Et oui, même si le premier reste le meilleur, Scream 4 est incontestablement mon film préféré de la saga. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo critique. Et toi, mon cher spectateur, quel est ton film d'horreur préféré? Dis-le moi en commentaire. Ce 3e épisode de Ciné Critique est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je revienne sur des films plus anciens comme ça. Et donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye tout le monde!